Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans Le Monde en 7 ce samedi 7 janvier 2023. On se revoit donc pour la première fois sur ce plateau cette nouvelle année. L'occasion pour moi de vous présenter les vœux les meilleurs d'une bonne et heureuse année. Beaucoup de courage pour affronter les défis de cette nouvelle année. Nous, on reprend donc la randonnée des émissions de chaque samedi. Dans le numéro de ce samedi, on va parler du Mali, la demande de libération des 46 militaires. L'attente se fait toujours longue. Nous irons ensuite du côté du Bénin qui organise ce dimanche les premières élections législatives multipartites depuis que le président Talon a pris le pouvoir. Et en deuxième partie, on va évoquer le Togo, les vœux du chef de l'État à l'occasion de la nouvelle année. Nous verrons les grandes annonces du président de la République avec deux invités sur le plateau. Ibrahim Acha, directeur de publication de l'hebdomadaire Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Nous sommes dans une année nouvelle, mes meilleurs vœux de santé à tout le monde. Le reste viendra. Merci beaucoup, nos voeux réciproques à vous également. Face à vous, Marcel Agbessinou est également notre invité. Il est journaliste et puis juriste. Bonsoir Marcel et bonne année 2023. Bonsoir Samuel et mes meilleurs vœux, santé d'acier et à nos téléspectateurs et téléspectatrices pour que le Tout-Puissant nous amène à un bon port. Merci beaucoup. Le Mali, c'est notre premier sujet. Les 46 militaires ivoiriens ont été jugés et condamnés à de la prison ferme, 20 ans de prison pour les 46, la peine capitale pour les 3 femmes qui ont été condamnées par contumace. Mais on le sait, ça, c'est la face visible de l'iceberg. Dans le fond, tout le monde attend très prochainement la libération de ces 46 militaires. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ce n'est pas encore effectif? Le président togolais Faure Gnassingbé, qui est médiateur dans cette situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, s'est rendu au Mali. Il a échangé avec le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il s'est rendu ensuite du côté de la Côte d'Ivoire, où il s'est entretenu avec son homologue Alassane Ouattara. Rien à filtrer concrètement, mais tout le monde sait, Ibrahim Acha, que c'est l'affaire des 46 militaires qui était au menu des discussions. Bien évidemment, le déplacement de M. Faure Gnassingbé à Bamako, il a rencontré son homologue malien, Assimi Goïta, lors des discussions. C'est vrai qu'officiellement, on nous a présenté que le sujet qui était à l'ordre du jour, c'était les relations entre les deux pays, de façon protocolaire, c'est ça. Mais en filigrane, nous lisions plutôt d'autres thématiques qui devaient émerger lors des entretiens. Et nous savons que la question des 48 militaires ivoiriens devait être évoquée, d'autant plus que l'actualité judiciaire à Bamako rime avec la condamnation de ces 46 militaires-là. Un jugement qui a été préparé. Et vous savez que ce n'était pas proprement parler ce que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, attendait. Les gens attendaient la libération pure et simple de ces militaires ivoiriens arrêtés à Bamako. Mais il faut dire que, quoi qu'on dise, ce dossier présente deux aspects. Il doit avoir un aspect politique. Je pense que c'est ça que la CEDEAO et la communauté internationale sont en train de piloter. Il y a aussi le côté juridique, parce que lorsque ces militaires ont été arrêtés, ils ont été présentés au tribunal, à un juge. Vous savez que quand on enclenche un processus judiciaire, on doit aller jusqu'au bout. Oui. Donc un procès devait, en bonne et due forme, devait être organisé. C'est ce qui a été fait par Bamako. C'est à la suite des condamnations maintenant que le volet politique peut intervenir, notamment avec la demande de grâce présidentielle. Et je pense que c'est la logique suivie par Bamako, et le chef de l'État togolais était aussi dans la médiation. Il continuait toujours par demander du côté de Bamako qu'il y ait la libération de ces 46 militaires. Et son voyage le 4 janvier dernier s'inscrit toujours dans cette logique, et selon les informations qui nous sont parvenues, Bamako
continue toujours quand même par tenir les câbles, comme on le dit. La libération, ce n'est pas pour demain. Et lors d'une interview aussi de Embalo Sissoko, qui est le président en exercice de la CEDEAO, tout récemment, il a fait savoir que il donne encore, je vais dire, des chances d'aboutissement de la médiation togolaise, donc, puisque l'ultimatum devait expirer le 1er janvier, mais il laisse toujours la médiation togolaise continuer, puisqu'ils estiment que M. Faure Gnassingbé pourra arracher quelques, disons, garanties auprès de son homologue malien. Et le voyage de M. Faure Gnassingbé, quand bien même que rien n'a filtré, nous avons espoir que peut-être dans les jours à venir, Bamako va envoyer des signaux forts en matière de libération, en matière de grâce présidentielle qui devait être accordée à ces 46 militaires et éventuellement aller vers procéder à leur libération. Donc grosso modo, il faut retenir que le dossier continue d'être évoqué. Le chef de l'État togolais continue sa médiation. La médiation togolaise est toujours active. Et les choses évoluent du côté de Bamako. Et on a espoir que dans les jours à venir, surtout pour préserver le climat de bon voisinage et surtout maintenir la paix dans la sous-région, et nous osons croire que les autorités maliennes vont accepter cette demande de grâce présidentielle et aller vers l'élargissement de ces militaires écroués à Bamako. Alors, Marcel Agbessinou, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Bamako est en train de tenir tête à la CEDEAO? Ce n'est pas Bamako en train de tenir tête à la CEDEAO. Si nous admettons que le Mali est un État légalement constitué, respectant ses prérogatives d'un État à travers la population, le territoire et un pouvoir souverain, incarné aujourd'hui par le président Assimi Goïta. Donc le Mali n'est pas la sous-préfecture ou bien n'est pas sous tutelle de la CEDEAO. Si tel est le cas, les autorités maliennes, c'est à eux d'analyser le pour et contre de la situation actuelle. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, depuis certains temps, depuis l'avènement de IBK, paix à son âme, a été émaillé par de crises sécuritaires au nord du pays. Ce qui même a valu son renversement par le régime actuel. Si les autorités maliennes, bon gré mal gré, elles arrivent au moins à redresser la situation de par le passé, et aujourd'hui il y a un calme précaire, c'est à saluer. Normalement la CEDEAO aussi devait les accompagner, mais les intimer ordre que jusqu'au 1er janvier 2023, s'ils ne libèrent pas des mercenaires entre guillemets, qu'ils vont prendre leur décision le plus draconienne. C'est ce qu'ils ont fait savoir à travers leur sommet tenu à New York. Mais ça a fait la une des journaux à l'époque, parce que un État légalement constitué, vous ne pouvez pas vous réunir à quelque part sur un sol étranger et maintenant prendre une décision sans la personne et maintenant attendre que la décision soit appliquée. Aujourd'hui, nous venons de passer quelques jours du mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui à peu près 7 janvier. Le Mali est toujours Mali. Qu'est-ce qu'il faut faire? La procédure judiciaire, selon les juristes, ça va suivre son cours, son bonhomme de chemin. On vous a appréhendé au niveau de l'aéroport d'un pays sans justification, sans prétexte valable. Il y a certains parmi ces mercenaires qui sont des maçons, il y a certains qui sont des cuisiniers, et maintenant réunis à l'aéroport d'un État qui traverse des moments très difficiles. Et au lieu de négocier avec clémence, avec modération, on veut intimer l'ordre, intimider cet État qui est un peu aujourd'hui, quoi qu'on dise, la première puissance militaire en Afrique. Le Mali
Première puissance militaire. Première puissance militaire. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Voilà, peut-être. Donc, Ça aussi, il y a le Nigeria à côté. Ouais. le Nigeria à côté. C'est à mais- relativiser. Ouais, ça a relativisé, bien évidemment. À mon humble avis, voilà la procédure qui a suivi son cours. Bien que le président togolais, il a été mandaté par ses pairs comme étant médiateur de la crise malienne, surtout dans le volet de ces mercenaires. Mais vous allez constater avec moi que la médiation togolaise n'avance pas trop. Ça chope. Il y a quelque chose qui cloche ailleurs. Si aujourd'hui il y a un mandat de dépôt, le mandat de dépôt de ces 46 militaires, Ouais. le mandat de dépôt a été hâté entre-temps et les militaires ont été envoyés en prison. La prison, si on vous envoie en prison à travers un mandat de dépôt, après on revient devant le parquet pour le jugement. C'est ce qui a été fait la semaine dernière. Ouais. Et les 46 militaires, plus les 3 femmes, ont été condamnés à 20 ans de réclusion. Et avec 2 millions d'amendes. Et les femmes ont été condamnées avec À peine de mort. à peine de mort. Donc le Mali, Coutume, n'est pas inquiété par qui que ce soit dans la sous-région. Donc, vous pensez que Bamako n'est pas dans une posture de défiance envers la CEDEAO? Non, c'est un État comme les autres États, donc qui gère ses avec affaires ses comme- institutions légalement constituées, D'accord. incarnées par ses autorités désignées et l'autre désignées par le peuple. Qu'est-ce qui va les inquiéter? D'accord. Le Mali suit son bonhomme de chemin. Ibrahim Acha, tout le monde sait que la CEDEAO avait donné un ultimatum au Mali. Pourquoi ça n'a pas marché, cet ultimatum? Pourquoi le Mali n'a pas cédé? Non, et quand vous suivez un peu les agissements des autorités maliennes, on comprend que ces autorités parlent déjà de leur souveraineté. Et donc, dans ce dossier, il ne fallait pas aller vers des diktats, parce que c'est un État souverain, il fallait plutôt, comme le fait si bien M. Faure Gnassingbé, qui écoute les autorités maliennes dans leur approche et essaie de voir dans quelle mesure on peut négocier. Il s'agit de négocier, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit aux autorités maliennes, il s'agit de négocier, puisque les militaires ont été arrêtés à Bamako. Et le constat a été fait qu'il y avait l'autre aéronef qui contenait des armes. Ouais. Donc vous comprenez, sans prétexte officiel, sans manifeste même de vol et tout ça, là, vous comprenez que on ne peut que parler d'un acte attentatoire à la sécurité, à la sécurité de l'État. Donc les Maliens ont estimé que ces militaires ivoiriens ne sont que des mercenaires. Et donc dans ce cas de figure, quand on arrête un mercenaire, quand on le libère en même temps, il y a problème, parce que ce mercenaire aussi peut revenir un autre jour pour parler de prise d'otage, parce que un mercenaire, la procédure judiciaire doit aller jusqu'à terme. Et donc, je pense que c'est ce qui est fait aujourd'hui. Après les condamnations, le volet politique peut entrer en jeu maintenant. On peut demander, on peut envoyer des lettres, comment l'appelle-t-on, là, des demandes de grâce présidentielle. Oui. Et le président Assimi Goïta, en toute, je peux dire, liberté, peut voir s'il faut accéder à cela ou pas, s'il faut accorder la grâce présidentielle à ces militaires ou pas. Et ça c'est de sa discrétion. On n'a pas à le dicter quoi que ce soit. Je pense que c'est lui-même qui va apprécier et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. Dans le cas d'espèce, puisque ces militaires ont été condamnés, donc reconnus coupables. C'est des crimes quand même. J'avais dit, c'est des faits graves qui leur ont été reprochés. Est-ce que la grâce ne va pas être difficile à comprendre pour l'opinion? Parce qu'il y a des gens qui sont en prison pour moins que ça. On ne les a pas graciés. Pourquoi on gracierait des gens qui sont supposés venir déstabiliser notre État? Tout à fait. C'est que le problème prend un volet un peu sous-régional. Donc, même les Maliens qui sont en conflit avec la loi, qui sont dans la prison à Bamako, doivent comprendre que le dossier est un peu plus complexe. Délicat. C'est un peu délicat, c'est très sensible parce que ça engage 2 pays voisins. Et lorsque ces pays voisins ne s'entendent pas, c'est un terreau, c'est faire le lit au terrorisme, c'est faire le lit à l'insécurité. Parce que des pays voisins qui ne s'entendent pas, vous voyez que l'ennemi peut venir s'incruster et créer des dommages à tous les niveaux. Et surtout que nous sommes en face
des terroristes. Donc, je comprends que la médiation même togolaise, c'est pas que le Togo. Vous savez que le Togo est toujours ferme en matière de terrorisme, en matière d'attentat à la sûreté de l'État. Nous avons des dossiers au Togo ici qui piétinent. Jusqu'alors, on demande des grâces présidentielles, mais on ne les accorde pas. Ça voudrait dire que le Togo est très ferme en matière d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais le Togo aussi comprend par rapport à la politique de bon voisinage, à la politique comment l'appelle-t-on là, de cohésion, d'intégration sous-régionale, le Togo veut jouer la médiation au niveau de Bamako pour voir dans quelle mesure on peut arriver à s'entendre et à vraiment trouver une solution à cette crise qui empoisonne la vie des deux côtés. Il faut le dire. Marcel, est-ce que désormais il appartient, au regard de l'évolution de la situation, est-ce qu'il n'appartient pas désormais à la CEDEAO et à la Côte d'Ivoire d'adoucir leur position? Normalement, les deux institutions, c'est-à-dire que et la Côte d'Ivoire et la CEDEAO doivent revoir leur position, et surtout la Côte d'Ivoire doit revoir sa position, parce que là où le bas blesse, c'est à travers les autorités ivoiriennes. C'est eux qui rallument la vedette, c'est eux qui amplifient cette crise jusqu'à maintenant. On a vu avec la visite du ministre de la Défense qui est parti à Bamako, on a vu que le ton a changé. Il n'y a plus cette attitude de défiance, de rodomontade. Tout le monde a dit, bon, c'était une erreur. Effectivement, c'était une erreur, mais il faut souligner également que la Côte d'Ivoire est un peu téléguidée par la France. Parce que, étant donné que notre ami Alassane Ouattara, il a au moins toutes ses relations à l'extérieur, surtout en France, et que la France a été expulsée au Mali, il faut passer par quelqu'un qui est proche du Mali, au moins pour déstabiliser ce régime que les autorités occidentales, au moins, n'acceptaient pas comme tel. Donc le Mali aujourd'hui, il y a une crise qui ne dit pas son nom entre la France et le Mali, et avec la France et le Mali, à travers le Mali, la France et les alliés de la France aussi, ils tirent les ficelles. Parce que, étant donné que le Mali constitue un ennemi de la France, les amis de la France aussi vont voir de mauvais œil avec le Mali. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour apaiser la situation? C'est la Côte d'Ivoire qui doit mettre la balle à terre en disant qu'effectivement, nous sommes de même peau. Nous avons nos concitoyens au Mali, ceux-là aussi chez nous, et il faut trouver des voies et moyens pour au moins aller à discuter tête à tête avec Goïta, que de passer par d'autres personnes. D'autres personnes, là, bon, c'est le Togo. Le Togo de Faure Gnassingbé, il y a des gens qui ont été condamnés à 20 ans. Ils sont toujours en prison jusqu'à maintenant. Parce qu'ils veulent déstabiliser le régime foriste, c'est-à-dire le régime de Faure Gnassingbé. Et la justice togolaise n'a pas été... la justice togolaise est tellement intransigeante à travers la tentative de coup d'État là. Et les gens sont toujours, ils ont fait la moitié de leur peine, mais ils sont toujours en prison. La CEDEAO, la justice, la cour de la CEDEAO a demandé même la libération de ces détenus. Et Bachaï s'est co-accusé, mais ils sont toujours en prison. Si le même problème se pose au Mali, c'est un cas d'école pour le Togo. Si le Togo ne sait pas faire, il risque de salir entre guillemets, son image dans la sous-région. Parce que tu as les mêmes problèmes chez toi. Tu n'arrives même pas à décrisper, tu n'arrives même pas à trouver la solution. Maintenant, on te sollicite ailleurs et tu cours pour trouver la solution. Moi, à mon humble avis, je vois que le Togo peut-être a été piégé par ces pairs de la sous-région pour voir si il peut libérer
les 46 militaires et garder ses amis qui ont voulu le déstabiliser entre-temps. Donc, c'est un peu ambigu et je ne sais pas par quelle alchimie la crise là, jusqu'à ce jour, va se résorber. Mais il faut dire que la médiation togolaise est très bien accueillie au niveau de Bamako. Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu compliquée au regard de l'évolution de la situation? Compliqué, non, parce que quand vous suivez les déclarations officielles du côté du Mali, on vous dit qu'il y a convergence de vues entre Lomé et Bamako sur ces dossiers. Et il y a le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, en tout cas, il est très bien écouté par les autorités maliennes, qui l'estiment d'abord, et ils ont affiché leur estime envers M. Faure Gnassingbé. C'est un président qu'ils respectent beaucoup. Et ils disent aussi que le président a des approches qui sied à leur façon de voir les choses. Oui. C'est-à-dire que M. Faure Gnassingbé n'exerce pas un diktat sur Assimi Goïta, il le comprend, il présente aussi des enjeux au niveau de la sous-région, notamment le problème du terrorisme, le problème de bon voisinage, le problème d'intégration sous-régionale. Et c'est au vu de ces concepts-là, de ces thématiques, que M. Faure Gnassingbé demande à ce que Bamako accède à la demande de libération de ces détenus. Sinon, le volet juridique a suivi son cours. Vous avez vu que M. Faure Gnassingbé n'a pas tenu des propos, disons, à l'emporte-pièce à l'égard de Bamako. Il est toujours modéré et il comprend surtout toujours la situation qui se passe au niveau du Mali. Mais en même temps, en tant que président faisant d'un pays partie prenante de la CEDEAO, il demande à ce que le problème soit résolu sur le volet politique et qu'il y ait libération de ces militaires ivoiriens. Et je pense que cela amènerait ces deux pays quand même à gagner, puisque quand on libère ces militaires, Bamako va renouer en matière de relations avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi gagnerait parce que ces militaires sont rentrés au bercail. Je pense que la crise sera close et ils vont repartir sur de nouvelles bases. Je vais parler de ces deux pays. Mais tel que ça se présente, bon, on le sait, tout ça va se solder forcément par une libération. C'est clair. Est-ce que vous pensez que ça va être une question de jours, de semaines, de mois? Non, c'est la libération. Là où nous sommes maintenant, il y a d'autres options que la libération. Laquelle? Soit par la grève présidentielle. Oui, bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être relaxés. Ils vont être relaxés. Mais là, est-ce que vous voyez leur remise en libération dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans des mois à venir? Mais personne n'est dans le secret des autorités maliennes pour maintenant dire avec exactitude et certitude que bon, d'ici peu, ils seront libérés. Mais espérons que les autorités maliennes aussi reviennent à de meilleurs sentiments pour analyser le pour et le contre de la situation et le côté diplomatique aussi pour au moins donner une petite chance au médiateur togolais qui est Faure Gnassingbé avec son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, pour au moins leur donner une petite chance de négociation. Et si les autorités maliennes maintiennent toujours leur position, peut-être on ne sait pas trop avant de rouler sur le bœuf. Ça peut toutefois créer d'autres crises et que personne ne souhaite pas. Il y a les Maliens qui font les va-et-vient dans la sous-région et aussi les Ivoiriens aussi font les va-et-vient dans la sous-région à travers le commerce transfrontalier, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Assimi Goïta, étant donné que c'est un jeune président entouré par des intellectuels et des érudits, ils n'ont qu'à analyser très approfondi la grâce présidentielle n'efface pas la peine, mais quelle qu'en soit la forme, ils sont déjà condamnés et la grâce là n'enlèvera pas la peine. Et partout, ces 46 militaires vont passer, on saura effectivement qu'ils sont condamnés par une justice d'un pays dans tel cas, dans telle situation. Parce que l'attentat, ou bien, comment on appelle ça, l'atteinte à la sécurité de l'État, ce n'est pas un simple délit. C'est grave. Ailleurs, c'est Assise. C'est Assise qui connaît ce genre de situation. Et probablement, si je ne me trompe pas, au Togo, c'est la cour d'assises. C'est la cour d'assises qui condamne des gens à 20 ans de prison.
Et hier, chez eux là-bas au Mali, c'est la cour d'appel qui a connu l'affaire. Et c'est à huis clos même. Les avocats n'ont même pas évoqué ce qui s'est passé dans la salle aux journalistes. Et de même que les journalistes n'ont pas eu l'accès à la salle d'audience. Donc, la chose a été tellement très fermée, très réservée, parce que le principe régissant, il y a certains principes régissant le droit ont été respectés là-bas. Donc, le public n'a pas eu accès à la salle d'audience. Donc, il revient maintenant à Assimi Goïta de voir avec ses pairs et Alassane Ouattara aussi et Faure Gnassingbé, discussion politique, oui, mais discussion diplomatique aussi va suivre après. Et puis, la grâce présidentielle peut toutefois venir plus tard. Mais, bien évidemment, comme je le dis, on s'imagine que tout ça va finir très bien. Mais est-ce que les relations entre les deux pays, Mali et Côte d'Ivoire, ne risquent pas d'en pâtir? Oui, je pense que c'est pour cela que la médiation togolaise s'active à trouver vraiment une issue heureuse à cette crise qui secoue les deux pays. Parce que quand vous prenez des militaires comme ça, on ne le souhaite pas. Un jour aussi, quand les militaires maliens seront en transit vers l'aéroport de Port-Boué du côté d'Abidjan, qu'on ne vienne pas aussi les saisir là-bas, alors qu'ils sont en transit. Donc, comprenez, donc, chaque pays aussi peut organiser sa riposte et organiser aussi sa revanche. Donc on ne veut de revanche en revanche, vous voyez ce que ça peut entraîner. Donc vivement que Assimi Goïta et disons toutes les autorités maliennes revoient au plus vite la situation. Je pense que au niveau du côté d'Abidjan, on a reconnu les erreurs par rapport à ce déploiement de ces militaires là. On a reconnu des erreurs et l'aménagement même à des mots voilés, a reconnu quand même qu'il y a eu des dysfonctionnements dans tout ce qui a été concocté pour l'envoi de ces militaires-là à Bamako. Et donc, Assimi Goïta est en droit quand même. Dans cette affaire, c'est la victime aussi, parce que s'il y avait vraiment un attentat, vous comprenez ce que cela devait coûter à ces autorités au pays. Donc, je pense que le moment, quand même, est venu pour que ensemble on appréhende cette question ou bien ce sujet avec beaucoup de souplesse pour sauver en tout cas les relations de bon voisinage entre les deux pays et sauver aussi pourquoi pas la paix dans la sous-région, parce que si les deux pays sont en froid, je vous dis que les terroristes peuvent profiter de la situation et créer encore des situations beaucoup plus graves dans la sous-région ouest africaine. Donc ça va aller. Nous osons croire que la médiation togolaise va toujours continuer. M. Faure Gnassingbé ne va pas se lasser de cette affaire. Il va toujours continuer, et surtout que les autorités maliennes le portent en estime. Il va toujours continuer par les raisons, pas les raisonner, pas les convaincre et les persuader vraiment à accéder à la grâce présidentielle, à la demande de grâce présidentielle pour que l'affaire trouve une issue vraiment favorable. Notre deuxième sujet maintenant, c'est le Bénin. Les Béninois sont convoqués aux urnes ce dimanche 8 janvier 2023 pour élire leurs députés. Il y a 109 sièges à pourvoir au Parlement béninois qui siège à Porto Novo, la capitale politique du Bénin. 7 partis politiques, dont 3 se réclamant de l'opposition, sont en lice. 4 ans après les dernières élections législatives, on se le rappelle, émaillées de graves violences, mais surtout des élections qui ont vu exclure tous les partis d'opposition. Eh bien, aujourd'hui, on parle des toutes premières élections multipartites depuis que le président Patrice Talon a pris les rênes du Bénin. Marcel Agbessinou, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie béninoise qu'il y ait des élections inclusives aujourd'hui? Oui, c'est une bonne nouvelle pour la République du Bénin, qui est un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Depuis l'avènement de la conférence nationale au Bénin en 1991, les jours et les taureaux et surtout les élections constituent une fête nationale dans ce pays des hommes d'Aromadegbe.
et de M. Fossoglo et de Béhanzin. Donc aujourd'hui, si le Bénin veut retourner et retrouver son temps d'antan ou bien son passé récent, c'est une bonne chose à saluer. Seulement là où le problème se situe, c'est que l'on posera la question de savoir pourquoi ce retour constituerait-il une fierté pour les Béninois. Parce que vous n'êtes pas à savoir que depuis son arrivée au pouvoir en 2016, les démocrates dirigés par l'ancien président Yahi Boni n'ont jamais participé à aucune élection, que ce soit présidentielle ou législative. Leurs candidatures ont été vues écartées et rejetées parce que le président actuel, Patrick Talon, avait choisi ses amis de lutte. Entre-temps, c'était deux qui ont participé à l'élection de 2019 avec lui. Donc, le problème de parrainage, a fait écarter beaucoup de partis politiques d'opposition. Et ça fait que l'Assemblée aujourd'hui, c'est une Assemblée nationale comme Assemblée monocolore que le Bénin n'a jamais connue. Et donc, d'ailleurs, on n'a pas trop senti cette Assemblée ces 4 dernières années. Oui, c'est une Assemblée qui n'existait pas pratiquement. Mais étant donné que c'est une vieille démocratie et un modèle de démocratie, donc Talon, le président actuel, il a fait au moins un rétropédalage autocritique en ouvrant un peu la porte aux acteurs politiques de poids et surtout les démocrates de l'ancien président Yahi Boni. Et là, on peut encore citer ceux qui sont en détention aujourd'hui. Rekia Madougou, une femme influente dans l'échiquier politique béninois, avec son ami Joël Aïvon, qui sont incarcérés depuis quelques années. Donc, il va falloir que l'élection là soit une élection inclusive pour donner la chance à l'opposition, lorsqu'ils seront au Parlement, de plaider la libération de ces deux figures emblématiques. Si vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas aussi utiliser de couloirs pour avoir une libération des détenus politiques qui sont toujours derrière les barreaux. Donc, Madougou, Rekia Madougou, elle pèse, de même que Joël Aïvon. Aujourd'hui, le Bénin, la campagne a légalement et constitutionnellement pris fin le vendredi à minuit. Oui. Et maintenant, les Béninois observent un laps de temps pour au moins réfléchir qui voter et qui ne pas voter. Donc, ça revient maintenant, ça devient encore un match très crucial. C'est en ce moment même que les grandes campagnes même évoluent dans les ombres. Et au Bénin, et vous êtes sûr avec moi que les Béninois sont tellement accrochés à leur démocratie, à leur histoire. Ce que Talon est en train de faire, ça surprend beaucoup des Béninois. Il y a certains Béninois même qui disent qu'avec son avènement au pouvoir, l'économie béninoise est à terre parce qu'il y a la création des sociétés d'écran avec Talon crée des sociétés d'écran. Bon, on ne va pas aller trop dans le bilan de Talon. On reviendra peut-être à une autre occasion sur ce bilan. Mais déjà, Ibrahim Acha, dire aujourd'hui, parce que tout le monde a été surpris en 2019 qu'on organise des législatives au Bénin et que le président de la République se crée 2 blocs qui sont face à face. Ça a été un match entre 2 amis. Il n'y avait pas d'enjeu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on retrouve le Bénin qu'on connaissait ou bien on commence par retrouver ce Bénin-là? Oui, il faut dire que ces élections de 2019, les législatives de 2019 ont un tant soit peu terni l'image de la démocratie au Bénin. Et quoi qu'on dise, l'opposition n'était pas d'accord avec
La manière dont ces élections ont été organisées, et surtout que quand on prend un peu l'histoire du Bénin en matière de la démocratie, c'est un pays qui a été cité comme un modèle en matière de démocratie. Et lorsque M. Talon est venu, ce modèle démocratique-là a été écorné par certaines actions, notamment celles législatives, et le fait que l'opposition à son régime ait été écarté de ces élections. On a donné en tout cas des raisons de parrainage et que les autres n'ont pas pu réunir les preuves nécessaires pour être parrainés. Bon, c'est aussi un autre débat parce que l'organe qui devait apprécier ces histoires de parrainage et acté, et donner éventuellement le récépissé. L'organe était aussi piloté par les apparatchiks du pouvoir. Donc vous comprenez que c'était une élection non ouverte, une élection verrouillée. Mais aujourd'hui que l'opposition va participer à ces élections, on se dit que c'est en tout cas le retour à la normale, puisqu'on parle de la normalité au Bénin, parce que l'opposition va participer à ces élections et vivement, et qu'à la suite de ces élections, le Bénin va retrouver un parlement qui reflète un peu les diversités politiques dans le pays, un parlement qui ne sera pas un parlement monocolore ou bien une case d'enregistrement, un parlement où il y aura le débat républicain, un parlement où l'action gouvernementale va être contrôlée. Vous savez, ce qui nous dérange un peu en Afrique, c'est que quand vous avez en face des parlements monocolores, des parlements où, entre griffes, certains parlent de députés moutons, ça voudrait dire que c'est un parlement qui n'est pas actif. C'est un parlement au sein duquel le débat contradictoire n'a pas sa place. Et nous savons que quand il y a débat contradictoire, ça crée de l'humiliation, ça amène les gens à réfléchir et au bout du fil, on a quand même des décisions qui reflètent un peu le bon sens des décisions, ou bien des lois qui sont votées, qui sont conformes vraiment à l'esprit de la loi, mais en même temps des lois qui frisent en tout cas le bon sens. Mais quand c'est des bandes de copains qui se retrouvent, ailleurs on les appelle les buveurs de lait, et quand c'est des gens comme ça se retrouvent, vous comprenez que vraiment le pays ne retrouve pas sa normalité, et tout est sens dessus-dessous, et ce n'est pas vraiment bien pour la démocratie dans un pays. Donc aujourd'hui, nous saluons cette ouverture. L'opposition va prendre part à ces élections et le peuple va trancher, puisque on parle aussi de voir aussi la parité, parce qu'un quota est réservé aux dames. Et on voudrait que sur les 109, qu'on ait au moins 24. Donc je pense que c'est déjà très bien en matière de parité. Et si chaque parti arrivait quand même à dégager un nombre assez suffisant de femmes, parce qu'il faut avoir, je pense que ce serait très bien. 10% aussi de suffrage pour siéger. Chaque parti qui veut prétendre avoir des députés doit au moins atteindre 10% de suffrage. Je pense que les conditions aussi sont telles que chacun quand même arrivera à tirer son épingle de jeu. Mais ce que nous voulons, c'est qu'au bout du fil, qu'on ait quand même un parlement qui reflète un peu, comme on le dit, les différentes forces politiques qui animent le paysage médiatique et le paysage politique du béninois. Moi, je discutais avec un ami béninois il y a quelques jours qui me disait que on sent pas cette campagne, que c'est pas la campagne auquel les Béninois étaient habitués avant, même jusqu'en 2016, quand Talon va arriver au pouvoir, on a vu la campagne, mais que c'est plus ça aujourd'hui. Oui, je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez un peu observé la campagne? Non, la campagne a été observée de loin et j'ai même contacté certaines connaissances et certains amis, anciens ministres qui sont au sud ici du Bénin. J'ai su comprendre qu'il n'y a pas trop d'engouement parce que l'homme fort qui dirige le pays, c'est quelqu'un c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires sont des gens qui n'ont pas de sentiments envers qui que ce soit. Donc l'espace politique béninois a été restreint et serré.
quiconque qui veut dépasser un plafond entre guillemets, de dépenses lors de la campagne, peut-être après les élections, peut-être tu seras mis aux arrêts par Kriet. Leur escrit là-bas, c'est Kriet. Donc, le Bénin, aujourd'hui, tout le monde se méfie. Et aussi, l'espace politique, aujourd'hui, n'est pas comme avant. Si tu ne sais pas faire de dépenses, tu serais déçu. Parce que les Béninois aussi voient clair. Ne deviens pas député qui veut là-bas. Tu peux toutefois dépenser 100 millions, 200 millions, mais au jour au lendemain, tu peux toutefois te retrouver à la maison. Donc, ce qui fait que les gens se réservent à faire de dépenses énormes. Donc, le pouvoir est l'un des éléments aussi qui envenime la situation. Au moment, lorsque la candidature, les trois candidatures des démocrates ont été écartées, n'eût été le recours devant la Cour constitutionnelle. Donc, ces trois candidatures, bien que acceptées à la dernière minute, mais les potentiels, les regroupements de partis politiques incarnés par l'ancien président Thomas Yahi Boni, ils se méfient toujours sur le terrain. Leur manière même de faire la campagne, normalement, ils devaient être ouverts envers la population à travers. Nous exigeons la libération de Rekia Madougou, nous exigeons la libération de Joël Aïvon, mais tout se murmure entre eux et non pas publiquement. Ce qui fait qu'ils drainent des foules. L'ancien président Thomas Yahi Boni draine des foules, mais pas comme avant. Parce qu'ils ne sont pas encore habitués à la campagne. Ils n'ont pas participé à 2 élections successives, ce qui a fait que ce qui a rejanté sur leur manière de mobiliser la population. Donc si aujourd'hui il n'y a pas trop d'engouement, c'est parce que le régime en place actuel, le régime de Talon, a sélectionné ses adversaires, ses amis de lutte. 7, ils sont au nombre de 7, dont 3 de l'opposition. C'est très insuffisant. Alors que normalement, au moins, on devait retrouver au moins 14, 7 oppositions et 7 de la mouvance présidentielle. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Le pouvoir seul a 4 contre 3 personnes de l'opposition, mais ces 3 personnes-là aussi se retrouvent en regroupement de partis politiques qu'est les démocrates. Ce qui fait que le champ d'ambiance est limité. C'est tellement limité qu'on ne peut pas vous sentir sur tout le territoire national, parce que le Bénin est vaste. Est-ce que l'autre question qui se pose maintenant pour dimanche, c'est-à-dire pour demain, la transparence, vous pensez qu'elle sera au rendez-vous? Parce qu'on a vu le président s'acharner il y a 4 ans pour contrôler le Parlement. On ne le voit pas perdre cette fois-ci. Est-ce que vous croyez en la transparence de ces élections? Tout dépend en tout cas de la volonté politique, puisque le Bénin qui renoue avec certaines manières, disons, orthodoxes en matière de démocratie, doit jouer la carte de la transparence. Parce que quand il y a une élection, et surtout quand c'est une élection pluraliste, une élection démocratique, et on doit jouer la carte de la transparence. Je pense que le président Talon va aller jusqu'au bout, puisque quand vous suivez un peu sa manière de procéder, il évoque toujours la loi. Il dit la loi dans sa fermeté, la loi dans son application stricte et tout ça là. Et donc, ces élections-là vont se passer et il y aura quand même tous les mécanismes qu'il faut déployer pour assurer la transparence et la crédibilité de ces élections seront déployés. Tous ces mécanismes seront déployés. Et au même moment aussi, il ne faut pas perdre de vue que même si l'opposition se sent aujourd'hui un peu affaiblie en matière d'élection, elle va aussi maintenir une veille électorale. Et ça passe aussi par des entités qui sont créées dans le pays. N'oublions pas aussi la société civile qui va aussi faire un travail de veille citoyenne. Et je pense qu'au bout du compte, il y aura quand même en tout cas des résultats qui seront plus ou moins, qui vont refléter quand même en tout cas les tendances exprimées dans les urnes. Est-ce que vous voyez l'opposition avoir une chance de créer la surprise?
vous créez la surprise, je dirais que ça dépend de la marchandise politique. Vous savez que quand on parle d'élection, il faut vendre la marchandise. Et si les thèmes, si en tout cas l'offre est vraiment alléchante, je pense que les populations n'hésiteront pas vraiment à voter pour l'opposition. Étant donné que depuis un certain temps aussi, le pouvoir de Patrice Talon n'est pas aussi, n'a pas, comme on le dit, la côte au Bénin. Ça fait beaucoup de mécontents et les gens voudraient quand même prendre leur revanche et retrouver vraiment la démocratie telle que ça a été vraiment instauré au Bénin. Vous savez que c'est à la suite de luttes vraiment acharnées en 91 que la démocratie a été arrachée à M. Kérékou et paix à son âme. Et donc les Béninois voudraient continuer dans le même sillage avec cette démocratie, cette liberté d'expression, avec tous les principes et les libertés surtout qui doivent être garanties avec en tout cas avec comme on le dit l'aspect qui intéresse plus les Béninois, la bonne gouvernance. Voilà. D'accord. Affaire à suivre. On va marquer la pause, le temps pour nous donc de regarder ensemble le journal pour une dizaine de minutes. Et on revient pour la deuxième partie de l'émission.